bienvenue sur Figaro Live pour ce nouveau 24 heures croisette. La pluie est annoncée à Cannes aujourd'hui. On va essayer de passer entre les gouttes. C'est l'événement à retenir, s'il n'y en avait qu'un de cette 71e édition. Ce serait bien sûr la marche des femmes. 82 femmes sur les marches, réclamant par la voix d'Agnès Varda et de Cate Blanchett l'égalité, et notamment l'égalité salariale. Cannes, bien sûr, c'est aussi des films. Cet événement était suivi d'un film de femmes, Eva Husson, sur des femmes, des combattantes kurdes, avec Golshifteh Farhadi. On va en parler avec Olivier Nuc qui était ce matin avec nous. Et puis on reçoit aussi avec nous Vincent Doher. Vincent Doher, je vais vous faire découvrir un petit peu qui il est. Ça fait 8 ans qu'il se bat pour faire exister la musique au Festival de Cannes et il va nous raconter ça. C'est son Cannes Soundtrack. Je les rejoins tout de suite et puis on continue notre conversation. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, ça va Vincent? Super. Ouais, alors, 8e édition de Cannes Soundtrack, expliquez-nous ce que c'est un peu Cannes Soundtrack. Alors Cannes Soundtrack, comme vous l'avez si bien dit, c'est ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir faire exister la musique de film à Cannes. Ouais. Cannes, c'est un merveilleux festival évidemment, avec des réalisateurs incroyables et une sélection chaque année. Mais c'est vrai que finalement, depuis son existence, la musique de film a pas eu sa place vraiment, donc, alors que la musique de film, c'est fondamental dans un film. On ne peut pas citer de film où il n'y a pas de musique, où la musique n'a pas un rôle, n'a pas un sens, c'est une œuvre à part entière. Et l'idée de créer un moment de rencontre et de pouvoir faire exister la musique. Donc alors ça marche comment? Vous avez mandaté, vous avez créé un jury assez étoffé, 25 journalistes, que des journalistes cinéma, enfin jusqu'à présent, puisque Olivier va nous raconter qu'il a rejoint le jury. Et vous leur demandez de voir toute la sélection et d'élire, il y a combien de prix? Alors, pour reprendre un peu au début, Cannes Soundtrack, c'est plusieurs choses. C'est effectivement une récompense, c'est plus une distinction qu'une récompense. Le festival de Cannes n'a pas de récompense musique de film. Alors, si on reprend l'histoire du festival, en 1946, il y a eu effectivement une récompense prix SACEM qui a existé pendant une année seulement. Et après, effectivement, il n'y a jamais eu de récompense. J. Jacob n'en a jamais voulu. Pour eux, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas envie de... Ils considèrent qu'on aborde plus un aspect technique. Et alors bon, nous on n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Confusion avec le son et la musique. Non, mais moi je comprends leur position et c'est une position qui est comme ça, qui est claire, qui fait partie de la direction artistique du festival de récompenser le film uniquement et son œuvre à part entière. Donc c'est un vieux sujet qui revient chaque année. Nous, pour la musique de film, l'idée c'est de pouvoir créer une récompense off qui concerne la compétition officielle uniquement. C'est aussi de créer des rencontres avec des compositeurs quand ils peuvent être présents. Tous les compositeurs ne viennent pas sur le festival. Et puis parfois c'est aussi de faire des moments de live, puisque Cannes c'est aussi la nuit de la musique. Et de plus en plus, il y a vraiment des ponts entre les musiques actuelles, les musiques amplifiées, électroniques et les musiques de film. Cette année c'est incroyable, puisque hier à la soirée du Romain Gavras, il y avait Justice, PNL, chez Alban, Dany avec Emmanuel Seigné. Il y avait le concert de The Blaze ici à la plage d'Orange. Tous les soirs, enfin je veux dire, il y a au moins 10 concerts par soir. Exactement, c'est de l'événementiel, mais certains de ces artistes sont aussi parfois des compositeurs. Aujourd'hui, on fait appel à eux. Il faut comprendre aussi que dans un film, il y a deux types de musique. Il y a la musique originale, enregistrée, qui parfois est souvent de la musique classique, avec un format orchestre symphonique. Mais c'est aussi de la musique synchronisée. C'est des musiques d'artistes qui ont fait des musiques existantes, dont on fait appel. On appelle ça le musique superviseur, c'est la personne qui fait ça. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui, notamment aux États-Unis. C'est un gros travail qui est important aussi. Donc pour revenir à la récompense, parce que c'est le sujet du début, voilà, les nuits sont agitées, donc c'est compliqué. Oui, on dort peu à Cannes, donc effectivement. Donc pour revenir à la récompense, on a donc 26 journalistes qui sont des journalistes cinéma. C'est un peu un format original. Je l'ai imaginé comme ça aussi par simplicité, parce que... Parce qu'ils vont voir les films. Déjà, il fallait trouver un jury présent à Cannes, donc c'est pas forcément simple. Et c'est vrai que finalement, ces journalistes qui sont des journalistes cinéma toute l'année, qui travaillent sur la critique de films. Quelques-uns, Philippe Rouillet. Exactement, on a la chance surtout d'avoir à peu près tous les supports. Alors évidemment, le Figaro, on a. Maintenant, on a Olivier. C'est inédit pour Olivier parce que c'est la première fois, c'est que des journalistes cinéma et c'est la première fois qu'on accueille. Il va nous raconter, mais c'est la première fois qu'on accueille un journaliste musique et pas n'importe lequel en plus. Donc on est heureux.
Et c'est vrai qu'on a ces 26 journalistes qui sont des journalistes un peu de partout, de Télérama, de Libé, de Radio, Europe 1, France Inter, de Positif, vraiment de journaux critiques de cinéma pointus, et puis des blogs, parce qu'il y a aussi beaucoup aujourd'hui de journaux digitaux comme Bandapart, c'est vrai que vous allez de première à la cinéphilie extrême. Exactement. Et je trouve c'est intéressant aussi de donner la parole à ces critiques qui font un travail remarquable quand même, qui vont voir tous les films toute l'année, qui sont présents avec les réalisateurs auprès d'eux. Et c'était intéressant parce qu'ils aiment la musique aussi, de leur demander leur avis. Donc ils vont voir les films tous les jours à la compétition officielle. Et à la fin, donc ça sera le 18 mai, on aura, parce que tous les films seront passés, le 19 c'est la cérémonie de clôture. Voilà, donc avec le Don Quichotte. Exactement. Donc on saura le 18 mai qui aura cette distinction, qui aura ce Cannes Soundtrack Award cette année. Voilà. Olivier, allez, la parole à Olivier. Olivier, vous n'êtes pas trop perdu parmi ces 25 journalistes? Non, c'est vrai que c'est une mission importante. J'étais très honoré que Vincent me propose de faire partie de ce jury. Effectivement, je ne vois pas autant de films que les critiques cinéma qui les voient toute l'année. Mais je dois dire que j'ai toujours été sensible à la dimension musicale des films et j'ai souvent été frustré par certains critiques qui passaient à côté de bandes-son absolument incroyables. Je pense par exemple à Johnny Greenwood dans Phantom Thread, qui est pour moi une des plus grandes réussites des derniers mois, mais on peut en citer évidemment des dizaines d'autres. Et c'est une manière aussi peut-être de voir les films un peu avec les oreilles pour une fois, ce qui ne m'empêche pas d'ouvrir les yeux bien sûr, mais en plus cette année on est particulièrement gâtés, enfin, j'estime, avec pour l'instant 2 de mes films préférés de la compétition qui sont très musicaux. Le russe Leto et le film polonais Cold War, voilà, qui mettent en scène des musiciens. Donc je suis complètement dans mon élément. Finalement, je me demande si cette sélection n'a pas été faite un peu exprès aussi pour me mettre à l'aise. Parce que tu venais. J'ai demandé expressément à Thierry Frémaux expressément de choisir des films pour Olivier et pour le satisfaire. Voilà, c'était tout l'objectif. C'est votre 26e Cannes. Oui. Vous êtes patron d'une agence de com qui s'appelle Cinéplus. Oui, Cinépub. Cinépub, pardon. Cinéplus, c'est autre chose. C'est Canal+. C'est Canal+. Que j'ai racheté récemment. Cinépub, elle vous vient d'où cette passion de la musique depuis Alors moi je suis musicien. Il y a 2 raisons pour avoir créé Cannes Soundtrack. Un, je suis musicien et voilà, donc forcément ça me touche. Je suis un passionné et j'ai toujours aimé la musique de film. En plus, je vis en permanence avec un air de cinéma dans la tête. Donc ça c'est quelque chose pour moi important et je suis heureux de faire ça. Et la deuxième raison c'est pour répondre à la première, parce que ça fait effectivement mon 26e festival. Je commençais un peu au biberon, j'étais pas vraiment très légitime au début. Et donc j'ai plein de canecdotes sur ce festival et en fait j'avais tout simplement envie d'être là, pas pour rien, quoi, de créer une vraie raison pour venir à Cannes. Et voilà. Je vais vous demander à tous les deux, avant qu'on parle de l'actualité cinéma, mais gardez le micro Vincent, quelle est la bande originale idéale pour vous? Alors c'est une réponse, c'est un peu comme quand on pose la question c'est quoi ton meilleur film? C'est difficile d'y répondre. Si on avait les 3 critères, qu'est-ce qui définit une bande originale réussie? Pour moi, il y a 2 types de bandes originales en fait. Il y a la musique qui se fond dans le film, et c'est qu'aujourd'hui on est un peu dans ces moments-là, dans ces phases-là. Et puis il y a la musique qui peut vivre et qui vit en dehors du film, presque qui permet d'identifier le film. Je donne des exemples concrets. Ennio Morricone, voilà, compositeur culte par tous les temps, ou John Williams d'ailleurs. On pourrait les comparer dans des genres différents tous les deux. Ils ont créé des thèmes de films, c'est-à-dire qu'ils ont créé des thèmes, quand on les chante, on voit les images du film. Ils ont créé une identité musicale. Exactement. Et voilà. La leur, pas celle des films. Exactement. Et si on prend du Alexandre Desplat ou du Howard Shore, qui sont des compositeurs incroyables aussi, mais actuels, eux, ils se fondent dans le film. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à créer des musiques, des airs qui sont indissociables des images, ou d'ailleurs, si je vous dis de me chanter, je sais pas, même Harry Potter, qui est un grand film, le thème vient pas comme ça forcément tout de suite, quoi. Je veux dire, c'est pas la marche de Dark Vador ou c'est pas le bon, la beauté et le truand. On va avoir du mal ou un Vladimir Cosma. C'est une autre époque en fait. Donc pour moi, la bande originale idéale, en fait, elle correspond à des moments, à des époques. Moi, évidemment, je suis un peu oldies, je suis un peu vintage dans mes goûts musicaux de films, et je pense que je suis pas le seul. Et du coup, c'est vrai que j'ai une tendresse, j'ai une affection particulière pour ces grandes musiques cultes, qu'elles soient. Catégorie.
Oui, mais pour ça que c'est difficile de donner un choix. Par exemple, je suis aussi amoureux de la musique électronique au cinéma, comme François de Roubaix ou Giorgio Moroder dans Midnight Express. C'est aussi des musiques qui sont... et du coup, il y a des artistes qui sont comme Kavinsky dans Drive, après ça reprend ce thème-là. C'est vrai que c'est des musiques qui sont... voilà, la musique électronique, mon cœur balance entre plein d'airs de cinéma. D'accord. Je parlerai d'airs de cinéma. Olivier, un air de cinéma? Moi j'ai été sensibilisé à des musiques qui ont été créées par les musiciens devant les images. Un de mes premiers chocs, c'est Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec Miles Davis et d'ailleurs des musiciens français qui jouent devant les images et qui réagissent aux images. Et aussi Paris, Texas, qui avait été couronné ici d'ailleurs en 84 avec Ray Cooder. On sent vraiment qu'il joue. Moi j'aime quand je sens que le musicien réagit aux images en temps réel. En live. Il y a aussi Neil Young avec Deadman. Enfin voilà, j'aime cette tradition de musique et j'aime aussi beaucoup la tradition qui a été inaugurée par George Lucas et Scorsese dans les années 70 de prendre des musiques, d'emprunter des musiques existantes pour faire comme un programme radio finalement, un zapping. C'est vrai qu'on a revu Mean Streets, exactement. On a revu Mean Streets avec plaisir. Au début de la quinzaine, en ouverture. Il y a de la musique tout le temps, et il y a des chansons géniales tout le temps, dans des genres différents. Et voilà, ce sont quand même de grandes scènes de cinéma qui pour moi sont... Il y a cette scène dans Mean Street sur Jumpin' Jack Flash qui est inoubliable. Voilà, l'arrivée de De Niro. L'arrivée de De Niro qui est inoubliable. Et aussi Be My Baby, le son de caisse claire comme ça au réveil d'Harvey Keitel. Voilà, moi ce sont des moments comme ça qui m'ont marqué. Bon, vous prenez votre casquette puisque vous voyez des films. On va parler de l'actu cinéma. Je le disais hier en compétition, Eva Husson avec Les Filles du Soleil, Goswitche Farhani en combattant kurde avec Emmanuel Berco en reporter de guerre Borgne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, en préambule, je voudrais signaler que c'est quand même le premier film de la compétition qui bénéficie d'un score original. En plus composé par une femme. C'était une vraie musique faite pour le film. Une vraie musique originale de Morgan Kibbe, qui est une musicienne américaine qui avait participé à l'aventure M83. Et donc déjà c'est un point. Film de femme, rare femme compositrice de musique de film. C'est très juste, oui. Alors au-delà de ça, je trouve que le sujet est très bon, l'intention est excellente, à la fois film de femme, on l'a dit, réalisé par une femme traitant de femmes avec Daesh, l'actualité, etc. De femmes qui sont envoyées en première ligne par des hommes. Exactement. Quand même pas Après, avec cette journaliste, reporter de guerre qui les suit, après moi le traitement, je le trouve raté, vraiment. Je trouve que ça ne démarre jamais vraiment, le film ne décolle jamais vraiment, il n'y a pas de début, il y a ces flashbacks permanents, et puis... plus ou moins long d'ailleurs. Plus ou moins long, et qui rendent un peu confus l'intrigue, si on peut parler d'intrigue. Et puis des passages un peu clichés, des dialogues, les dialogues ne sont pas crédibles. Le papier, elle est donc journaliste, elle est censée écrire un papier. Le papier, elle le lit sur le générique de fin. Un papier comme ça, on ne le prendrait pas au Figaro ni ailleurs. Je pense qu'on ne le publierait pas, effectivement. Voilà, Et puis c'est un déluge de bons sentiments. Je trouve que les personnages sont un peu noyés derrière des intentions grossières. Les scènes de combat ne sont pas très bonnes, on les a déjà vues ailleurs 1000 fois mieux. C'est-à-dire que ça souffre d'une comparaison avec Catherine Bigelow, quoi. Si on veut prendre un film. Voilà, là c'était quand même un immense film avec une énergie qui est absente de ce film-là, qui est ramollie par ces flashbacks justement, par cette espèce de chronologie à l'envers. Alors non, j'ai malheureusement pas vu ce film. Moi j'ai vu Fahrenheit 451, qui est un film américain qui était projeté hier aussi, qui était pour moi un peu une déception, et pourtant il y avait... C'était la réadaptation du roman qui avait été adapté par François Truffaut d'ailleurs, même s'il y a un acteur magnifique, qui est un de mes acteurs préférés, Ray Bradbury, et Michael Shannon quand même, qui est incroyable, qui est pianiste, on le sait pas, mais c'est un pianiste incroyable aussi. Michael Shannon est pianiste, et pianiste. Et du coup voilà, donc c'est une petite déception quand même, parce que j'adore cet acteur. On était sur une mise en scène qui était un peu pareil, en comparaison sur le démarrage, sur le rythme du film. C'est un peu long, un peu compliqué. On comprend pas trop où ils veulent en venir en fait dans l'adaptation, parce qu'ils ont actualisé ce sujet. Et je pense que c'est un exercice qui n'était pas simple en fait. Je pense que c'est un film qui est un peu casse-gueule en fait. Après voilà, il y a des acteurs magnifiques, et c'est ce qui sauve quand même le film. Voilà.
ce matin. Vous avez vu l'autre film en compétition ce matin, Trois visages de Jafar Panahi. Jafar Panahi qui n'est pas là, puisqu'il est retenu en Iran et qu'il ne peut pas sortir d'Iran. S'il sortait, il ne pourrait pas revenir chez lui. Belle mise en abîme d'ailleurs dans le film, puisqu'il joue le rôle d'un réalisateur, son propre rôle à la quête, à la recherche d'une femme. Voilà, et il est cantonné dans sa voiture dans le film. Il est aussi, ce qui est une métaphore pour voilà, son emprisonnement. Il n'entre jamais dans les maisons, il ne passe jamais le seuil des maisons, donc il dort dans sa voiture. Ils sont donc là à la quête de cette jeune femme qui est désespéré de pouvoir faire du cinéma. Il est accompagné d'une actrice qui est reconnue dans ce village incroyable. C'est un film assez lent, c'est un film contemplatif. Je trouve des passages vraiment très beaux. Je trouve que cette mise en abîme fonctionne bien, avec une problématique qui finalement pour nous occidentaux, il faut qu'on se rappelle de ce qu'est le cinéma et ce que représente la représentation, justement, le cinéma, le fait de pouvoir s'exprimer. Mais c'est dit sans gros sabots, c'est exprimé de manière délicate, douce et réussie. Le film n'est pas merveilleux, n'est pas... Taxi Téhéran ? Non, malheureusement, non. Moi, je l'ai vu Taxi Téhéran et c'est vrai que c'est exactement ça. Il joue son propre rôle. Il est dans un taxi, donc tout le film se passe en voiture. Donc on est dans la même déambulation, dans la même lenteur. C'est exactement ça. Je pense que c'est le prolongement. Je pense que Jafar Panahi, c'est une œuvre en fait, ses films. Et c'est une œuvre qui en dit long sur justement la situation de ce pays. Et c'est quelque part des films politiques. Et c'est ça qui est intéressant. Dans Taxi Téhéran, de toute façon, il fait défiler toute la société iranienne derrière son taxi. Et c'est ça qui était intéressant de voir que lui, il la regarde, mais il la regarde toujours prisonnier de sa voiture. Et effectivement, là, ça a l'air de la même chose. Autre film, Olivier, la grosse surprise, la première grande surprise, Girl, premier film d'un jeune flamand, Léon Klumst. Je crois que c'est ça, 27 ans. 27 ans. Premier film. On compare beaucoup à Dolan, hein. Ça y est, la comparaison est faite. Peut-être un peu hâtivement, mais c'est vrai que c'est un film très maîtrisé sur un sujet. En 2 mots ? Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon, adolescent, qui veut devenir une femme. Et donc, et notamment une danseuse classique. Donc il y a à la fois les tourments de l'adolescence qui sont compliqués pour tout le monde, la rigueur extrême de cette discipline qu'est la danse. La famille s'est installée a déménagé pour pouvoir l'inscrire dans cette grande académie de danse. On ne sait pas où ça se passe, mais c'est en Belgique. Et en plus, ce processus de changement de sexe qui bouleverse la famille. Je trouve que les personnages sont d'une grande pudeur. Le petit garçon qui joue le rôle du petit frère, par exemple, il y a des scènes magnifiques avec lui. Le père est très bien. Et surtout, cette héroïne magnifique, complètement tourmentée, qui nous embarque. Et le film aurait pu, vraiment, avec un sujet comme ça, sombrer dans le pathos. Jamais on reste vraiment dans une sécheresse. C'est quelque chose de très... on est bouleversé à la fin. Je ne raconte pas la scène finale. Non, il ne faut pas la raconter, mais vous parlerez de sécheresse. Hier, notre confrère Eric Neuf a fait une réflexion, et on va revenir à la musique. Il dit, enfin, un film qui n'est pas noyé par la musique, où il n'y a pas un hymne qui va venir nous assommer et sursignifier le propos. Exactement. Exactement. Seule la musique classique, finalement, va alimenter le film. Oui, la mise en scène est vraiment très réussie. Je pense que ce type est à surveiller de très près. Enfin, vraiment, c'est maîtrisé. Au point que beaucoup se disent pourquoi elle n'est pas en compétition. Oui, on peut comprendre quand on voit certains films de la compétition, on peut s'interroger. Et qu'on peut encore le voir aujourd'hui. Messieurs, est-ce que vous allez aller voir cet après-midi 2001 ou l'Odyssée de l'espace dans sa copie restaurée, 70 mm, dans les conditions de l'époque, avec un entracte au milieu, son stéréophonique Hélas non, parce qu'il y a un film en compétition à peu près à la même heure, je crois, pour moi. Il y a Lazarus de Alice Roche. Mais c'est vrai que là aussi, on parle d'un film, évidemment, un chef-d'œuvre absolu du cinéma, par un des grands maîtres du cinéma, Kubrick, pour moi peut-être le plus grand réalisateur. Et aussi une utilisation révolutionnaire de la musique à l'époque, puisque lui emprunte au répertoire classique, mais des morceaux, ce qui ne s'était jamais fait dans un grand film comme ça.
Et j'adorerais, je suis malheureux de ne pas pouvoir le revoir, mais je regarderai à la maison. Vincent, vous allez y aller? Je vais vous laisser le dernier mot. C'est pareil, je ne vais pas y aller, mais voilà, Kubrick, c'est un de mes dieux, donc dieu du cinéma. J'ai oublié, pardon Vincent, Oui, j'ai oublié de préciser que tout ça est fait par Christopher Nolan, qui vient pour la première fois à Cannes, qui vient pas avec un film, mais qui vient avec ce film, avec cette copie restaurée. Qui vient présenter ce film sur Cannes Classique. Ouais. Et non, c'est un film... voilà, j'ai rien à rajouter à ce que vient de dire Olivier. Pour compléter peut-être, c'est vrai que la musique, quand on se rappelle la musique d'ouverture, en fait c'est quand même des séquences cultes 2001 en fait. C'est aujourd'hui ce qui reste de ce film, c'est quand on fredonne des airs de musique classique célèbre, quand on voit ce moment préhistorique, quand on voit tous ces instants, on pense à ces flashs de 2001, ça reste quand même un film, un emblème quoi, ce film quoi. Ouais. Et juste pour finir, parce que du coup vous me laissez la parole, il y a un autre film classique qui va être présenté le 16 mai. John Travolta va venir à Cannes présenter Grise, présenter Grise sur le cinéma de la plage. Et voilà, le Cinéplage qui est plutôt là. Mais c'est pour ça, c'est la fatigue, je comprends. Le Cinéplage est par là. Et donc John Travolta, on est en train d'essayer, parce que ça s'est un peu fait en dernière minute, mais on veut lui remettre une distinction un peu honorifique. J'ai insisté beaucoup là-dessus parce que même si c'est pas un compositeur, hein, mais c'est un acteur, chanteur, producteur, et c'est quand même, je considère que c'est quelqu'un qui a fait danser la planète. Je veux dire, Grise, évidemment, Pulp Fiction, enfin tous les films, il a été quand même derrière des films en tant qu'acteur principal, où il a vraiment participé à lancer des airs de cinéma pour le coup qui sont Alors ça cultes. Sera quand? C'est le 16 mai. Le 16 mai, vous lui remettez un prix? Voilà. On est en train de voir pour lui remettre un prix. Cannes, c'est toujours ça aussi. C'est beaucoup de dernières minutes, beaucoup de choses qui bougent un peu comme ça. Et bon, nous, on a notre récompense, mais c'est vrai que ça, c'est un petit événement important parce que voilà, on a envie de le distinguer là-dessus. Bon, on espère que tout se passera bien. On vous remercie d'être passé ici sur 24 heures Croisette. Merci de nous avoir reçus. Bon courage et plein de bons airs de cinéma. Merci. Et à très bientôt. Et à bientôt. Merci Olivier. Merci. Au revoir. On se retrouve donc demain ici sur le ponton du Majestic à la même heure et au même endroit donc. Au revoir.